Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la radio de la diaspora. Nous émettons depuis l'Angleterre. Vous êtes en compagnie de monsieur Caius Ebelebe, animateur et fondateur de la radio Pakambi. Nous allons aujourd'hui avoir plusieurs débats, dans un seul débat. Pour ceux qui ont reçu le message, nous avons mis débat au pluriel parce que ce n'est pas qu'un seul débat, mais c'est plusieurs débats. Aujourd'hui, nous aurons comme d'habitude nos invités et comment on va dire, débatteurs. Monsieur Gaïno, qui est notre consultant et politologue, Monsieur Mawel, qui est coordonnateur du parti UPADS en Europe et en Amérique, et Monsieur Ndiom, du PCT, fidèle à son poste, comme tous les autres. Donc, sans plus tarder, nous allons appeler nos interlocuteurs pour commencer et débattre de tous les sujets dont nous allons parler aujourd'hui, des sujets qui ont été enrichis par les événements. Nous allons tout de suite commencer par appeler Monsieur Gaïno. Ensuite, nous allons appeler Monsieur Mawel. Allô. Monsieur Gaïno, bonjour. Vous êtes en direct de la radio Bakambi. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci. D'accord. Alors moi, je vais appeler les autres. Je commence par appeler Monsieur Mawel. Ensuite, j'appellerai Monsieur Ndion. Et nous allons commencer notre débat, enfin nos débats avec plusieurs sujets aujourd'hui, sujets d'actualité. Monsieur Mawel, bonjour. Monsieur Bélébi, bonjour. Comment allez-vous? Mais écoutez, on va au rythme de notre pays, le Congo. D'accord. Monsieur Gaïno, et l'autre côté, il vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment ça va? Ah ben écoutez, avec de la chikwang, mais j'ai évité de prendre le poulet quand même. D'accord. Monsieur Mawel, moi j'ai un signal qui me dit que votre téléphone va se décharger bientôt. Monsieur Ndion, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Caius. Alors nous sommes là tous connectés avec Monsieur Gaïno et Monsieur Mawel. Comment allez-vous aujourd'hui, Monsieur Ndion? Du point de vue de ma santé, ça va, il n'y a pas de souci. Du point de vue politique et de l'actualité? Du point de vue de l'actualité, nous sommes dans la fièvre de l'élection présidentielle. Donc, l'élection présidentielle jusqu'à maintenant se passe dans des conditions sur le plan national. Oui. C'est dans la quiétude, dans la tranquillité et dans la transparence vraiment manifeste. Donc, moi, je suis particulièrement du déroulement sur le plan national de la campagne électorale des 7 candidats. D'accord. Nous allons commencer avec une question que j'ai reçue un peu plus tard, mais je vais quand même commencer avec vous. On a reçu des images de plusieurs candidats, on va en parler. Il y en a 3. Il y a le président Sassou, il y a M. Ndion Mathias et il y a M. Kolela. Le président Sassou s'exprime en langue nationale. M. Ndion s'adapte apparemment là où il est. Il parle aussi dans sa langue, on va dire, maternelle et paternelle. M. Kolela fait pareil. Est-ce que le Congo rentre dans une autre forme de démocratie avec la reconnaissance officielle que la tribu aussi fait partie du jeu démocratique? Je suppose que est adressé à M. Dion. À vous tous, à vous 3. Mais donnez l'ordre de priorité. Monsieur Caius. Oui, je souhaiterais que... Mais je ne pense pas qu'on va établir... On établira selon le sujet, mais là c'est un sujet pour tous les 3. Monsieur le candidat est en campagne. Donc M. Ndion sera le premier à répondre à la question. Ok. Merci beaucoup, cher ami. Je sais tous vos internautes, les auditeurs, oui. tous ceux qui nous suivent. Et je salue aussi mes collègues, monsieur Makita, bonsoir. Voilà. On est deux 3. C'est ça. M. Gaïno aussi. Et M. Gaïno aussi, bonsoir aussi à vous. Bonsoir. Merci. Bon, j'aimerais dire ceci, M. Caius. Moi, je ne suis pas contre que les candidats, en fonction d'une politique d'une campagne de proximité qu'ils mènent. Oui. Parce que hier, ils étaient plus ou moins au ciel. Ils sont à Brazzaville, ils parlent à la télé, ils parlent à la radio. Là, ils descendent sur le terrain. Et en fonction de la sociologie de groupe, je ne suis pas contre que les gens utilisent d'une part la langue française, qui n'est pas la nôtre,
honte à nous de parler en langue française. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et je ne suis pas contre qu'on puisse parler avec nos deux langues nationales. Comment ils appellent ça déjà? Le lingala et le kituba. Je ne suis pas contre non plus, s'il vous plaît, qu'on parle dans nos langues, comment vous appelez ça, des dialectes. C'est comme ça que le blanc nous a introduit ça dans notre tête, à nous, intellectuels africains de surcroît, que ce n'est pas une langue, c'est des dialectes. Ce n'est pas un dialecte, c'est une langue vernaculaire, c'est une langue nationale. Voilà. Donc moi, je ne suis pas contre dans le principe. Dès lors qu'une langue est un instrument de communication entre le candidat et le peuple, le candidat et l'électorat, ça ne pose aucun souci. Maintenant, c'est vrai, c'est un instrument, c'est un couteau à double tranchant. Demain, certaines personnes mal intentionnées risquent de prendre ça comme étant autre chose. C'est-à-dire que c'est peut-être un instrument de tribalisme ou de clanisme ou de régionalisme ou de ceci ou de cela. Mais moi, personnellement, je parle français. Quand je suis avec ma mère, ma maman Pio, Véronique, je ne parle pas français avec elle. Je parle Gongulu avec elle. OK? Donc, je m'adapte. Parce qu'elle sait que si je parle français, voilà. Quand je suis avec mon père, qui est un semi-analphabète, père, son ami, il est déjà mort, je parle lingala avec lui. Je parle Gongulu avec lui. Donc, je m'adapte. Alors, moi, je me dis que ça me pose, moi, personnellement, aucun souci. Bien sûr, l'idéal serait qu'on puisse arrêter aux trois langues connues. La langue française comme langue nationale, langue de l'administration et de l'enseignement, la langue lingala et la langue kituba comme étant les deux langues nationales vernaculaires. D'accord. Pour vous, c'est un enrichissement. Monsieur Mawel et Monsieur Gaïno après, s'il vous plaît. Oui, écoutez, bon, c'est le genre de questions sur lequel il peut y avoir un consensus. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, quand je parcours le Congo, parce que c'est une de mes passions, parcourir le Congo, oui. C'est pas très... J'essaie de parler toutes les langues que je connais. Je dis bien celles que je connais. Quand je me retrouve chez ma famille Mboshi, avant, quand j'étais tout petit, je parlais en Mboshi, bien sûr, mais j'étais tout petit. Après, je suis à la Pointe-Noire et là-bas, on ne parle pas, là-bas, on parle plus, on parle de choses. J'ai fini par perdre. Mais si la locution n'y est pas, le reste y est. Je suis imprégné. Dès que j'arrive, je m'en vais le réveiller et il n'y a aucun problème. Quand je suis à Brazzaville, je parle soit en lingala, soit en kikongo. Monsieur Mawel, vous êtes un peu éloigné de votre téléphone parce que le volume est très bas. Ah, vous n'arrivez pas à m'entendre? Là, c'est un peu meilleur. Là c'est meilleur. Oui, là, c'est mieux. Ah, d'accord. Donc, je parle en lingala et en kikongo quand je suis à Brazzaville. Quand je suis à Pointe-Noire, je parle en kikongo et je parle aussi en vili, un vili léger, mais tubile quand même. Et dans le reste du pays, c'est soit l'une des langues, soit l'autre. Selon l'endroit où je me trouve, selon l'interlocuteur, parce que il ne s'agit pas que je me mette à parler une langue que la personne en face de moi ne comprenne pas. Quand je vais chez le Bomitaba, je ne sais pas parler de ça. Je parle lingala. Ce n'est pas exactement la même chose que le Bomitaba. Hein, d'ailleurs, le Sango est plus proche du Bomitaba que le lingala. Mais eux, ils comprennent et moi aussi, je les comprends. Voilà. Alors, ceux qui font campagne, qu'ils s'adaptent en fonction de l'endroit où ils sont, en fonction de leur public, cela ne me choque d'aucune manière. C'est tout à fait logique. Alors, vous êtes d'accord que c'est un enrichissement culturel. Monsieur Gaïno, qu'est-ce que vous pensez? On a deux candidats qui s'expriment en dialecte, selon le lieu où ils sont. Hein, c'est pour s'adapter comme disent les autres. Et puis, vous avez le candidat du parti du PCT qui, lui, reste au niveau national, donc il parle les langues nationales. Oui, je dirais que nous, au Congo, on a une chance d'avoir des langues par lesquelles on peut s'exprimer. C'est une chance. C'est même un facteur d'union nationale si les gens, si on parlait nos propres langues. Moi, je crois que là, on ne peut même pas discuter puisque c'est quand même un avantage pour nous
de pouvoir s'exprimer, de pouvoir nous faire comprendre, parce que vous savez, on n'a pas un niveau intellectuel très élevé. Pratiquement les 3/4 de la population, on va dire, sont analphabètes. Donc, s'exprimer en langue permet à tout un candidat de dire ce qu'il propose pour son pays. Et ça permet à tout le monde de comprendre. Vous avez les personnes âgées qui ne comprennent pas français. Je pense qu'il est normal qu'on s'exprime dans nos propres langues, surtout quand il s'agit d'une élection aussi importante que celle du président de la République. Oui. Et je crois qu'on devrait même je dirais, applaudir cet acte où les candidats s'expriment dans nos propres langues. Voilà, il n'y a pas de... C'est quelque chose. D'accord. Alors, tout de suite, on va rentrer dans la première question du sujet dont je vous avais dit, l'arrestation de M. Nzabana, qui, lui, n'est pas n'importe qui, hein, c'est un ancien militant des droits civils, et il se trouve que, par des liens familiaux, il est l'oncle d'un des champions congolais que je me garderai bien de nommer, mais il a été arrêté apparemment dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce que fait la police, la manière dont la police congolaise arrête les gens, avec une forme un peu de kidnapping, est-ce que ça répond vraiment à ce qu'on attend d'une police? Non, je n'entends pas. Alors, je peux prendre la parole? Oui, allez-y, M. Gaïno. M. Mawel, vous avez des problèmes de... Ah. M. Mawel? M. Gaïno, allez-y, hein, le temps que M. Mawel nous dise ce qui se passe. Bon, vous savez, non, franchement, ce qui se passe au Congo, je disais tantôt à un ami que ce qui se passe au Congo fait honte au Congo, aux Congolais et à l'Afrique francophone et finalement à toute l'Afrique. On ne peut pas kidnapper les gens pendant la campagne. On ne peut pas procéder de cette manière-là. Ça, c'est un enlèvement. Ce n'est pas une arrestation, c'est un enlèvement. Ce monsieur, il fait partie de ceux qui défendent les droits de l'homme au Congo. Donc, on ne peut pas venir comme ça. Il faut respecter quand même les personnes. Où est le respect de la personne, de la liberté de la personne? S'il a commis un acte, on le convoque, on lui envoie une convocation. Et il se présente, il se justifie. Mais là, on l'attend dans la rue, on le kidnappe, on l'amène. Et puis, vous avez quand même des responsables qui permettent de justifier cela au lieu d'avoir honte. D'accord. Mais nous n'avons pas... C'est inadmissible. Nous n'avons pas toutes les informations. Est-ce qu'on peut imaginer que la police lui l'ait convoqué plusieurs fois et qu'il ne s'est pas présenté et que... Mais même s'il ne se présente pas, même si la police l'a convoqué qu'il ne se présente pas, oui. Mais on ne vient pas comme ça, on n'enlève pas dans la rue. Les gens qui l'ont enlevé dans la rue, ils l'ont pris de force, ils l'ont mis. Mais pourquoi alors on ne vient pas avec un procureur de la République? On ne vient pas dans les règles du droit pour venir voir la personne. Là, on l'attend dans la rue, un guet-apens. C'est un guet-apens qui a été monté. On l'attend dans la rue pour l'enlever. Ce n'est pas normal. Oui. C'est ça ce qui est inquiétant pour notre pays. Monsieur Ndian? En tout cas, Monsieur Ebelebe, autant j'ai beaucoup de respect pour la police congolaise, j'ai beaucoup de respect pour la gendarmerie congolaise, j'ai beaucoup de respect pour le travail que font les forces de l'ordre au Congo. Le Congo, actuellement, nous sommes en période électorale. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'incident majeur. OK? La période électorale, les élections se déroulent vraiment du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans de très, très, très bonnes conditions, sans incident majeur, je l'ai dit. Et donc, la police, si elle a besoin d'arrêter quelqu'un, en l'occurrence un citoyen comme M. Nzabana Félix, eh bien, elle doit le faire dans le respect des droits humains, le respect de l'art. C'est-à-dire, le minimum, c'est d'avoir un mandat. Et donc, d'après ce qu'on a compris, on n'a pas tous les éléments, c'est vrai. Bon, il y a une voiture qui est en train de l'attendre depuis un certain temps, et après, dès qu'il sort, on vient pour... Les choses ne se passent pas comme ça dans les règles de l'art. Quel que soit ce qu'on lui reproche, est-ce qu'il a commis une infraction? Quel type d'infraction? Est-ce que c'est une infraction délictuelle?
Est-ce que c'est une infraction criminelle? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Il n'y a pas le feu à la maison. On peut le suivre et dès qu'on a la possibilité de l'arrêter, avec les papiers en règle, un mandat, on vient l'arrêter, mais on ne fait pas comme on a fait, Moi, je le regrette parce que ça va encore retomber sur la tête du gouvernement. C'est comme si le gouvernement donnait des instructions à la police de travailler. Non. Ça, c'est des tâches qui ternissent l'image de la République, l'image de toute une police, l'image de toute une gendarmerie. C'est des services républicains. C'est des services républicains, mon frère. Donc, 2 personnes, 3, je ne sais pas combien ils sont, au lieu de respecter la déontologie policière, au lieu de respecter la déontologie professionnelle, au lieu d'arrêter quelqu'un, on peut l'arrêter. Toi et moi, nous tous, on peut nous arrêter lorsqu'on nous reproche des choses pour nous interviewer, pour nous interroger, oui, faisons ça dans les règles de l'art. C'est tout ce que je demande. Donc, je condamne avec la plus ferme conviction cette attitude de quelques éléments égarés de la police congolaise, de la gendarmerie congolaise qui ont commis cet acte-là. Vraiment, moi, je le condamne. Je pense qu'il n'y a pas eu le feu à la maison. On pouvait attendre qu'on puisse avoir les papiers nécessaires pour l'arrêter en bonne et due forme. Voilà. Monsieur Mawel, vous êtes là? Monsieur Bilibi, vous savez, je suis très heureux de constater que le Parti congolais du travail, par le biais de son représentant en France, puisse condamner cette arrestation que l'on doit qualifier d'arbitraire. Parce que si nous sommes censés, surtout en cette période électorale, si nous sommes censés être une nation qui aspire à devenir démocratique, qui aspire à respecter les règles. Mais, en même temps, je dis ceci. Quand on écoute un certain discours du candidat Denis Sassou Nguesso, eh bien ce candidat Denis Sassou Nguesso nous dit que les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce que ça, les droits de l'homme? Mais bien sûr que les droits de l'homme, c'est l'essentiel. Notre démocratie doit être acquise sur ces fondements-là. Et si lui dit que les droits de l'homme, ce n'est rien, il est en train de se fourvoyer. Il est en train de donner un mauvais signal, justement, à ces gens de la DGST, ces gens de la DGSI qui font n'importe quoi. C'est à lui de dire non, on ne fait pas cela. D'ailleurs, si vous avez été à sa place, j'aurais dit relâchez-moi cette personne et tout de suite. J'aurais dit relâchez-moi cette personne et tout de suite. Il n'y aurait pas là un conflit de dire qu'il puisse intervenir en disant qu'au Congo, on est une démocratie, que la justice doit être indépendante. Donc la police aussi peut faire son travail sans qu'aucun candidat ne puisse donner un ordre. Non, là, on ne parle pas de justice. La police peut faire l'ordre judiciaire. n'est pas un des éléments de la justice. La DGST est une police politique. Attention, la DGST est une police politique. Ce n'est pas du tout la justice. Donc, il n'est pas question d'indépendance. C'est le gouvernement, ils dépendent du gouvernement, ceux-là. Ils dépendent du gouvernement. C'est un peu comme pour l'armée. Il y a un bicyclisme. L'armée dépend du chef de l'État, chef suprême des armées, et Premier ministre, qui est celui qui met en œuvre la défense du pays. Et bien, la DGST est soumise aussi à ce bicéphalisme. Elle a à sa tête le chef de l'État et le Premier ministre. Donc, n'allons
donner une bénédiction à ces gens qui sont finalement des crapules. C'est de véritables crapules qui font ce qui ne doit pas être fait dans un pays qui prétend, qui soulève des drapeaux pour dire qu'ils sont démocratiques. Là, ce n'est pas la démocratie. Là, on écrase les droits de l'homme. Là, on écrase tout ce qui fait que le citoyen ordinaire a le droit de parler, a le droit d'exister, a le droit d'avoir une opinion différente de celle du pouvoir. Et donc, moi, je dis, M. Denis Sassou devait, en ces circonstances, donner l'ordre, puisqu'il est leur chef suprême, et il devait donner l'ordre à la DGST de relâcher M. Ibaka Nzamani. Voilà. Je peux ajouter un mot là-dessus, s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire que ce qui est regrettable dans cet événement, c'est que nous disons que le Congo est un pays démocratique. Enfin, on le dit. Moi, je ne considère pas que ce pays-là est un pays démocratique. Lorsqu'on entend le ministre porte-parole du gouvernement qui vient justifier ce qui vient de se passer, ce dont nous parlons tous, on le déplore, et il se permet quand même de justifier ça comme étant voilà, une interpellation normale. Mais tout le monde sait comment cela doit se passer dans un pays qui respecte les règles. Ça ne peut pas se passer comme ça. On n'attend pas quelqu'un dans la rue, on le prend, on l'amène. Mais non. Donc, on n'a qu'à prendre l'exemple de ce qui s'est passé au Sénégal même. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans un pays démocratique. Un pays démocratique, il ne suffit pas seulement d'avoir des partis politiques, il y a aussi des pratiques de la démocratie. Entre autres, le respect des droits des citoyens. Au Congo, on ne respecte pas les droits des citoyens. On n'a même pas le droit d'avoir une opinion contraire. Vous êtes traité, vous êtes ceci, vous êtes traité, on peut vous arrêter, on peut faire de vous ce qu'on veut. Donc, il faut qu'on arrête de dire que le Congo est un pays démocratique. Il faut qu'on arrête de le dire. Ce n'est pas un pays démocratique. Il n'y a rien de démocratie là-bas, il n'y a rien. Lorsqu'on tue les gens dans la rue et que la police n'est pas capable d'arrêter ces criminels, lorsque n'importe qui, moi j'ai été au Congo, j'ai vu moi-même dans la rue Mpouya, où les gens ont pris une roue de voiture, ils ont mis autour d'un homme, ils ont mis le feu. Et c'était un événement spectaculaire pour les gens qui étaient tout autour, qui criaient, Mais je suis parti de là à la minute où je suis arrivé. Je n'ai pas pu résister à cette scène macabre. Je suis parti. J'ai dit, oh là là, je ne reconnais plus mon pays. Donc, il faut qu'on arrête, s'il vous plaît, de dire que le Congo est un pays démocratique. On peut dire qu'il est quand même en c'est voie, pas un pays démocratique. Il peut être en voie d'être démocratique avec les autres pays africains. Je ne sais pas s'il en voit. Je ne sais pas s'il en voit. J'aimerais un peu... J'aimerais un peu faire un petit bémol dans ce que dit M. Gaïno. C'est vrai, nous sommes tous très touchés par cet événement, hein. Une fois de plus que je condamne, parce que j'estime qu'on a tous les moyens, toutes les techniques, toutes les méthodes normales, légales, officielles pour pouvoir arrêter quelqu'un dont on reproche des choses. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je dis que nous ne faisons pas d'amalgame. Moi, je suis convaincu qu'il y a des bons policiers comme il y a des mauvais policiers. Il y a des bons gendarmes comme il y a des mauvais gendarmes. Il y a des bons techniciens. Voilà. Donc, ça, c'est des gens qui sont là pour ternir l'image de la police, de la gendarmerie ou de la DGSE. Voilà. C'est des zélés. C'est tout. Des zélés. Moi, je les appelle comme ça. Et après, ça va retomber tout ça sur l'image de tout un pays. Voilà. On fait maintenant une induction mathématique incomplète. On part d'un seul élément. Un seul, hein. Un seul, s'il vous plaît. On généralise, on dit au Congo, il n'y a pas de démocratie. Un seul élément. On dit que Sassou Nguesso devrait intervenir pour demander un seul élément. On dit que Clément Mwamba, le gouvernement, un seul élément, s'il vous plaît. Alors que c'est infinitésimal, ça. Mais la vie d'une personne, monsieur Ndian, la vie d'une personne
même si ce n'est qu'une seule personne, elle est très importante et toute autorité doit prendre soin. Je dis, on doit condamner ça. Oui. On n'applaudit pas, on n'encourage pas. Mais ce n'est pas un problème qui relève de la compétence du chef de l'État. Voyons, ce n'est pas un problème qui relève de la compétence de tout un gouvernement. Il y a un ministère pour ça, il y a un directeur d'État, on fait la répartition de la responsabilité. Il y a quelqu'un qui doit s'en occuper. Mais ce n'est pas un individu, ce n'est pas un acte comme ça. Je ne minimise pas la vie de quelqu'un, attention. Je n'ai pas dit ça. Hein. D'accord. Mais je me dis, tout un pays ne peut pas être analysé, jeté dans la mare à cause d'un individu ou d'un service. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais si, monsieur Dion. Mais si, justement, parce que cette arrestation n'a pas ému M. Denis Sassou Nguesso. Cette arrestation n'a pas ému M. Mwamba. Tout le gouvernement, rien du tout. Et d'ailleurs... Monsieur Mawel, juste une petite parenthèse. Une parenthèse. Oui. Pensez-vous que le gouvernement n'ait pas à son tour été surpris et réprimandé ceux qui ont fait ça, mais de manière officielle, ils sont obligés de les soutenir. Officieusement, ils peuvent les réprimander. Mais il ne s'agit ni d'officiellement, ni d'officieusement, il ne s'agit pas de cela. Il y a quelque chose qui a été fait en dehors des règles. Et nous sommes là dans une période particulière qui est une période de campagne présidentielle. Oui. Et il appartient aux candidats de dire non à ce type de fonctionnement. Il appartient au gouvernement de dire non. Or, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons le silence des candidats. Oui. Et nous constatons que le porte-parole du gouvernement vient pour mettre de l'huile sur le feu. Mais on n'entend pas l'UPADS, pourquoi? Dans ce cadre-là aussi, même s'il n'est pas candidat. Pourquoi l'UPADS, qui est parti majoritaire de l'opposition, lui aussi ne condamne pas cet acte? Parce que tout simplement, les endroits où nous pouvions exprimer cela, notamment le Parlement, n'est pas en fonctionnement pendant cette période. Monsieur Manuel, vous pouvez faire un communiqué et passer à la télévision. Il y a plein de journaux, il y a RFI, il y a nous, il y a Diana TV. Enfin, vous pouvez faire des communiqués pour condamner. Monsieur Dion vient de condamner. Vous pouvez le faire aussi, vous aussi, de manière officielle. En direct, par exemple. Mais Monsieur Dion condamne de façon tout à fait personnelle, hein, je crois. Parce que je n'ai pas entendu le Parti congolais du travail au niveau national condamner. Je ne l'ai pas entendu. Hein. Aujourd'hui, je dis que nous, au niveau de l'UPADES, nous condamnons. Cette chose est arrivée après notre réunion du secrétaire national. Et donc, à notre prochaine réunion du secrétaire national, nous allons émettre cette condamnation. Nous allons le faire. D'accord. Et c'est inadmissible, c'est totalement inadmissible. Est-ce que les 7 autres candidats, les 6 autres candidats se sont exprimés là-dessus? Jean-Mathias. À notre connaissance, pas encore. Monsieur Mawel l'a dit, non, personne n'a parlé. Monsieur dit, aucun des candidats, nous n'avons entendu rien de la part de tous les candidats. C'est bien ce que j'ai dit. Oui, monsieur Mawel l'a dit, oui. Monsieur Mawel, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Alors, autre sujet, ce sera la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Nous en avons parlé Côte d'Ivoire, on va avancer. Côte d'Ivoire, décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il n'y a pas très longtemps, ils ont perdu un vice-président qui était en campagne et qui n'a même pas fini. Là, on dit, mais c'est encore au conditionnel, que l'actuel Premier ministre, lui aussi, serait évacué. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Hommage d'abord à l'ancien Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko. Monsieur Gaïdou. Oui, merci de m'accorder la parole. Il faut dire que c'est... De toute façon, ce qui se passe en Côte d'Ivoire nous intéresse tous parce que c'est l'Afrique. Et quand on perd des cadres, on le regrette sincèrement. Et je présente mes condoléances à toute la famille et aux Ivoiriens parce qu'il s'agit là d'une perte d'une personnalité importante qui est
est très reconnu, qui est consensuel, qui a joué un grand rôle au niveau de la politique ivoirienne. Mais c'est dommage, mais cela ne laisse pas place à des interprétations telles qu'on est en train de voir que voilà. Oui. Vous savez, en Afrique, quand il y a quelque chose, on trouve toujours des raisons par-ci par-là. Moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu parce que je ne connais pas quelle a été l'origine, qu'est-ce qui a provoqué sa mort. On parle de cancer foudroyant. Ben, écoute, je me tiens à la version médicale et je n'aime pas trop rentrer dans les suppositions, dans les imaginations. Mais c'est triste ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Parfois, ça peut arriver, une loi de série, ce qui arrive dans certains cas. Moi, je placerais ça peut-être dans la loi de série. Voilà. M. Mawel ou bien M. Ndion? Alors, donc, je disais, nous avons l'habitude en Afrique d'être toujours d'absoudre tous leurs péchés à ceux qui sont morts, de considérer qu'ils étaient bons et tout ça. Moi, j'aimerais quand même dire que le putschiste Ahmed Bakayoko, je ne le porte pas. Le putschiste Ahmed Bakayoko, je ne le porte pas. Il faut avoir le courage de le dire aussi. C'est un putschiste. Et bien sûr que quand un putschiste s'en va, on est là pour exprimer une joie quelconque, mais on se dit, en voilà un de moins. Vous le considérez comme putschiste? Pourquoi, M. Mawel? Parce que si on entend la voix officielle, comme dit M. Gaïno, il a été du côté de la démocratie parce que le président Gbagbo ne voulait pas partir en fin de mandat. Donc, ils ont été obligés, parce que le pays était en danger, de faire ce qu'ils ont fait. Enfin, les deux camps ont été... enfin, ce qu'on sache, il n'a jamais été inculpé, M. Bakayoko, de putschiste. Il faut quand même rappeler que M. Gbagbo était le président élu et en fonction. Oui. Il faut rappeler que cette rébellion a commencé par les hommes autour de M. Soro, c'est-à-dire il y avait Ibé, il y avait Ouattao, décédé aujourd'hui, il y avait Ahmed Bakayoko et quelques autres, les Comzone. Hein. Oui. Moi, je n'ai aucune sorte d'amitié ni de compassion pour les Comzone. Aucune. Aucune. Parce que la démocratie, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, M. Bakayoko s'est illustré le jour où M. Gbagbo a été cueilli parce que il a à sa gauche et à sa droite qui, ben justement, M. Ouattao, qui s'appelle Ouattara d'ailleurs, M. donc Ahmed Bakayoko. Ce sont les deux que l'on voit autour de lui. Ce sont les deux. Alors, je considère, moi, jusqu'aujourd'hui, que cela n'avait rien de démocratique, que l'on est allé dénicher un président en exercice, qu'on l'a humilié devant le monde, et M. Bakayoko fait partie de ceux-là qui ont exercé, qui se sont livrés à cet exercice-là. Alors, Ouattara, Bakayoko, Ouattao, même combat, Soro, pareil, je les jette tous de la même manière. D'accord. Monsieur Ndion? Et oui. je n'hésite pas. D'accord. Moi, ma lecture est différente de celle. Je suis ferme. Monsieur Mawel, je dis, je considère. Et je dis, nous voilà débarrassés d'un des. D'accord. Merci, monsieur. Écoutez, moi, je considère que la mort. J'ai l'impression que parce que j'avais entendu un bruit là. Ça semblait être un bruit de déconnexion. Non, mais Mawel, on vous entend très bien. Vous m'entendez pas? Non, on l'entend. Alors, mais je n'entends pas M. Dion. Ah ouais? Il vous entend, M. Dion, vous pouvez parler plus fort peut-être. Mais moi, je vous entends très bien, hein, monsieur. Je vous entends très bien, M. Mawel.
Vous entendez M. Dian, vous? Oui, très bien. Oui, moi je l'entends. Et lui aussi, oui, il vous entend et il vous parle. Très bien. Moi, je vous entends aussi. Moi, je ne l'entends pas du tout. Ah, il y a un souci alors. Ou alors, vous essayez de raccrocher, puis je vous rappelle encore, M. Mawel. Pendant que M. Ndian parle. Oui. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. M. Ndian, vous pouvez parler. Je vous entends. M. Mawel, vous pouvez raccrocher, puis je vous rappelle. M. Ndian, vous pouvez argumenter pendant que je Oui. Et donc, je disais que j'ai un point de vue relativement un peu différent de celui de M. Mawel Makita Didier. Oui. Parce que moi, j'estime que quel que soit ce que l'on a fait sur Terre, nous ne sommes que des êtres humains. Et la mort, quand elle arrive, le seul patron, c'est le bon Dieu. C'est lui qui décide du jour de notre naissance et c'est lui qui décide du jour de notre mort. Et je considère que, paix à son âme, hein, monsieur, son Excellence le Premier ministre Ahmed Bakayoko, que ce soit l'autre Premier ministre aussi qui était membre de Koulibaly, ou peut-être, comme ils disent, celui qui est là aussi, dit-on qui serait malade. Bon, moi, d'après ce que je sais, il est mort d'un cancer à l'étape en phase terminale. Bon, maintenant, de là à chercher d'autres explications politiques, des explications traditionnelles, des explications ceci, je suis pas sur ce registre-là. Je considère que le bon Dieu est maître des temps et des circonstances. Le bon Dieu est maître de la vie et de la mort. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la retire. Donc, paix à son âme, la Côte d'Ivoire en général, l'Afrique, la Côte d'Ivoire en particulier et l'Afrique en général vient de perdre donc un grand homme d'État, un grand homme politique qui a fait ce qu'il a fait, qui a contribué au développement de son pays sur le plan économique et sur le plan politique. Donc, paix à son âme, que je présente toutes mes condoléances non seulement au peuple ivoirien, mais également à sa famille. Hein. Voilà, je ne souhaite même pas être à la place de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, parce qu'avec toutes les analyses verticales et obliques qui sont faites là, on lui fait retomber toute la responsabilité de toutes les conneries qu'on entend. Mais je me dis que le bon Dieu donne, le bon Dieu retire. Il est maître des temps et des circonstances. La vie et la mort lui appartiennent. Le moment était venu, eh bien, il est parti, c'est tout. Je terminerai en rappelant juste une écriture sainte, une écriture biblique. La Bible dit ceci: avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais. Quand tu étais conçu dans le ventre de ta mère, avant que tu ne naisses, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, la vie appartient au bon Dieu. Il la donne quand il veut, où il veut, à n'importe quel moment. Il peut aussi la retirer à qui il veut, quand il veut, à n'importe quel moment. Merci. Monsieur Ndian, ce que dit M. Mawel et ce que vous avez dit, vous, avec M. Gaïno, je le comprends et on le partage. Mais est-ce que parce que quelqu'un a été un criminel, entre guillemets, parce qu'il est décédé, vous allez faire ses louanges aujourd'hui et oublier les crimes commis? Bon, ça c'est encore un jugement de valeur que vous portez. C'est une question que je pose parce que il y a bien une partie des Africains et des Ivoiriens qui considèrent que M. Bakayoko, c'est pas parce qu'il est mort qu'il faut oublier son passé. En tout cas dans le Monsieur Ebelebe. Oui. Monsieur Ebelebe, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je suis d'accord. Mais il faut savoir que tous les événements qui se passent dans la vie politique d'un pays doivent être circonscrits dans le temps et dans l'espace. Le même individu aujourd'hui, il peut poser un acte que toi tu juges, tu qualifies de criminel aujourd'hui. Demain, le même individu-là, par rapport au même acte, vous allez dire que c'est bon ce qu'il a fait. Je vous donnerai juste un seul exemple dans l'histoire. Il y en a beaucoup comme ça. Vous avez M. Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, que vous connaissez très bien. Il a été ce qu'il a été. Il a fait ce qu'il a fait toute sa vie. Il a combattu Israël afin que la Palestine puisse obtenir aussi un pays. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour cela? Mais on l'a traité de tous les noms, selon que tu sois du côté d'Israël ou contre Israël, pour la Palestine. On l'a traité de tous les noms. Le plus grand assassin, le plus ceci, le plus cela, tout et tout. Mais c'est curieux, hein? La communauté internationale lui avait donné le prix Nobel de la paix. Tout à fait. Un bel exemple. M. Mawel, vous avez quelque chose à dire? M. Gaïno, vous ajoutez ou on passe au sujet suivant?
Oui, je voulais tout simplement dire que, vous savez, des événements qui se passent dans un pays, on peut trouver plusieurs raisons, on peut en dire beaucoup. Alors, il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas, ça dépend. Alors, donc là, il est mort, il faut voir quand même aussi comment les Ivoiriens ont reçu cette nouvelle de sa mort. Il faut aussi même de l'attitude de ce peuple-là, qui, il y en a bien sûr qui étaient opposés à lui, mais d'autres qui étaient proches de lui. Il faut voir aussi ce qu'il a fait ces derniers temps pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Il a quand même beaucoup contribué, ce monsieur-là. Et il suffit seulement de suivre les émissions qui se passent sur RFI le matin, Oui. comment des compatriotes qui appellent, qui parlent de lui en bien, en bien. Donc, vous savez, les comportements des uns et des autres peuvent évoluer selon les cas. Alors, est-ce que moi, j'ai pas tous les éléments pour dire que c'était un putschiste, je n'ai pas tous les éléments pour le disqualifier, pour dire des choses comme ça. Il est mort, moi, je suis peiné, c'est vrai, parce que moi, je préfère, même mes ennemis, je préfère les voir vivants. Je préfère les voir vivants, je préfère débattre avec eux, mener le combat. Le combat, la politique, c'est d'avoir un combat de parole, mener le combat que de les voir morts. Moi, je ne me réjouis pas de la mort de quelqu'un. Tout à fait. Monsieur Marouane, oui, voilà. Monsieur Marouane, vous voulez qu'on conclue, qu'on avance sur l'autre sujet, si vous n'avez rien à dire, quelque chose à dire? Personne ne se réjouit de la mort de M. Ahmed Badayogo. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Personne ne se réjouit de sa mort. Absolument pas, oui. Son âme, comme on dit hypocritement partout. Mais moi, je dis que ce monsieur, il fait partie des putschistes qui ont fait tomber M. Gbagbo. Et ça, c'est une réalité. Il ne s'agit pas de quelque chose que moi seul connais. Il s'agit de quelque chose qui est parfaitement public. Il existe même des photos où M. Bakayogo et M. Ouattao sont en train d'encadrer le président Gbagbo en t-shirt, en contre-sueur. Chez nous, on appelle ça contre-sueur. M. Gbagbo en contre-sueur, avec à sa gauche M. Ouattao et à sa droite M. Ahmed Bakayogo. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est une réalité. C'est quelque chose, c'est un fait. C'est un fait. Donc, je ne pourrais pas enlever les faits. Les faits, ils sont là. Les faits, ils sont têtus. Les faits. Et là, on est en face d'un fait. Maintenant, que derrière, il ait fait ceci ou il ait fait cela, moi, je retiens que c'est un petit. Je le retiens. D'accord. On a bien compris. Et je ne change pas sur ce point-là. Oui, d'accord. On a bien compris. Alors, autre sujet, Sénégal. Qui est M. Sonko? Parce que M. Sonko a fait parler de lui. Il a été arrêté pour une accusation de viol. Ça a créé des émeutes, mais vraiment des émeutes très violentes. Et les premiers qui ont été mobilisés, c'est les Français. Est-ce que les Français, de tous les problèmes de l'Afrique francophone, au travers des émeutes du Sénégal, que pensez-vous de ce qui s'est passé au Sénégal avec M. Sonko? Monsieur Ndian, vous aurez la parole, vous êtes le premier, que les autres ont intervenu. Hein? En premier. Monsieur Ndian? Alors, écoutez, Monsieur Sonko, je ne maîtrise pas tout son dossier, Oui. mais n'empêche que quand nous sommes en Afrique, il y a toujours, dans chaque dossier politique, il y a toujours une face cachée. Là, on nous parle, on dit qu'il a violé, il aurait, je ne maîtrise pas, il aurait été victime d'un viol, enfin, il a violé. Il aurait violé. Bon, il aurait violé, voilà. Et donc, regardez ça, il a été arrêté. Ça a entraîné ce que ça a entraîné, tous les émeutes qu'il y a eu lieu à Dakar. Il était arrêté, il était emprisonné. Après, bon, là, j'ai compris que suite à une grande caution qu'il a payée, on l'a fait sortir. Au-delà de ça, c'est un homme politique. C'est un panafricaniste. C'est un homme politique qui pose des actes qui dérangent plus ou moins le pouvoir. Et donc, ça a entraîné ce que ça a pu entraîner. Et la France a pu donc se prononcer là-dessus. Enfin bref,
Moi, j'ai toujours dit ceci. Tous les problèmes économiques, tous les problèmes politiques généraux qui concernent le précaré français, je ne pense pas un seul instant, une seule seconde, que la France puisse être en mesure d'y apporter des solutions. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts, c'est tout. Je m'arrête là pour l'instant. Oui, on a dit que la France a failli intervenir. Monsieur Zemmour, sur BFM, plutôt sur CNews, a dit il paraît que M. Macron a voulu intervenir pour protéger M. Macky Sall. Qu'est-ce que vous pensez, M. Mawel, qu'est-ce que vous en pensez des événements du Sénégal, de M. Sonko? Écoutez, nous ne sommes pas les maîtres de ces genres d'informations, mais nous les entendons. Nous les entendons et il se trouve que ce genre d'informations se cumule. Oui. Ce genre d'informations arrive et il se cumule. Monsieur Sonko, qui est, c'est un inspecteur des impôts. Oui. C'est un inspecteur des impôts qui a versé en politique, qui vient avec ses convictions, des convictions très fortes. Ces convictions mettent à mal notamment la France. Mais pas seulement. Et il les dit de façon très claire à l'Assemblée nationale parce qu'il le dit beaucoup. Il le dit de façon très claire. Et chaque fois qu'il dit une chose, il ne se passe pas un certain temps que l'on puisse constater que ce qu'il avait dit était vrai. Alors, il incommode Paris, il incommode Macky Sall. Il faut donc l'écarter. Il faut donc l'éliminer d'une manière ou d'une autre. Comme ces temps-ci, on n'élimine plus par les armes, eh bien, il faut trouver quelque chose. Et on a trouvé quelque chose de complètement idiot. On l'accusait de viol. On l'a accusé de viol. Dites-vous qu'au Congo, nous avons la même chose. L'abbé Joseph Ndinga, pour le faire taire, on l'a mis en prison en l'accusant aussi de viol. Pareil. Vous pensez que c'est un complot? Mais bien entendu. Si quelqu'un commet un viol, il existe. Vous savez, hein, il existe des procédures pour s'occuper de cela. On va aller voir un juge. Le juge va établir un mandat et on ira arrêter la personne. Cela n'a pas été fait pour M. Sonko. Cela n'a pas été fait pour l'abbé Joseph Ndinga non plus. On est venu, on a pris la personne et hop, la voilà directement en prison. C'est-à-dire qu'on peut établir encore un parallèle avec ce qui est arrivé aux défenseurs des droits de l'homme au Congo. M. Ibaka Zabana. C'est pareil. Les procédures, on les a jetées à la poubelle et on a utilisé la force, la violence à des arrestations. Oui, les personnes nous ont dit de façon tout à fait publique que M. Macron avait envisagé d'envoyer la marine au Sénégal pour mater les manifestations de la population. Et que M. Macron s'est ravisé. Il a demandé à M. Macky Sall de faire sortir de ce chantier. Ce n'est pas ce que nous disons nous, parce que nous n'avons pas ce genre d'informations. Mais c'est ce qui est dit de façon tout à fait publique et que nous entendons. Tout à fait. Il ne faut pas nous reprocher de redire ce que nous avons entendu sur des lieux complètement publics. Voilà. Donc, moi, oui. M. Sonko mérite d'être soutenu. Il faut le soutenir.
de la même manière que je vais soutenir M. Ibaka. M. Ibaka, Monsieur Gaïno. Oui, je voudrais tout simplement dire que... Attendez, Monsieur Gaïno, avant que vous ne développiez, en même temps, une petite question que vous allez répondre en même temps. Est-ce que pour les Africains, tous les opposants sont irréprochables? Il suffit qu'un pouvoir, dans le jeu politique, sorte un dossier, on a l'impression que tous les opposants sont irréprochables. Mais non, monsieur mais non, attendez, je vais laisser quand même M. Gaïno parler. D'accord, vous répondrez après, M. Mawel. M. Gaïno. Oui, je vais commencer plutôt par cette dernière. Alors, non, je ne dirais pas justement que tous les opposants sont irréprochables, non. Mais c'est la manière comment ceux qui sont au gouvernement procèdent. C'est ça qui fait que finalement, même quand ils ont raison, mais tellement ils le font mal, qu'on finit par dire qu'ils sont irréprochables. C'est ça le problème. Si les pays, si les gouvernements respectaient la loi, s'ils menaient les choses comme cela se fait dans d'autres pays, il y aurait moins de suspicion. Regardez là, M. Mawele a cité le cas de l'abbé Joseph Ndinga, le cas d'Ibaka, vous voyez les cas qui se répètent, et toujours un peu de la même manière. Vous voyez, c'est ça qui fait que finalement, les hommes politiques devraient réfléchir avant d'agir. Ça ne les honore pas, ça ne les grandit pas. Ça nous ridiculise. Voilà. Et c'est pour ça que, même si c'est un opposant qui vous gêne, mais laissez la loi agir. Pourquoi on met en place des lois, bon sang? Pourquoi? Mais c'est pour régler tous ces conflits-là. Mais nous voulons les régler à notre manière. Et c'est ce qui se passe pratiquement dans la majorité des pays africains. C'est ça ce qui est regrettable. Mais je voudrais aussi anticiper sur la première question, lorsque tu dis que est-ce que la France, ce qui se passe en Afrique, est-ce que la France doit toujours intervenir? Mais vous savez, moi je dirais aussi qu'il y a nous-mêmes. Parce que le peuple doit mûrir et les responsables aussi. Faut mûrir. On ne doit pas se soumettre, on n'est pas des enfants. On ne doit pas toujours dire, bon voilà, un enfant quand il devient adulte, il doit voler de ses propres ailes. On ne doit pas toujours continuer à compter sur la France. C'est à nous, l'indépendance aussi, ça s'arrache. Mais arrachons notre indépendance. Vous voyez comment, dès que la France claque le doigt, ou bien quelque chose qui se passe ici en France, vous voyez tous les chefs d'État africains viennent en France. Alors que bien des choses se passent en Afrique, vous ne verrez pas les chefs d'État européens ou M. Macron se précipiter pour aller soutenir ce qui se passe là-bas. Là, par exemple, M. Ibaka est arrêté. Vous avez entendu la classe politique française parler? Non. Vous avez tout ce qui se passe dans notre pays et dans les pays voisins. Mais la France est là, elle observe. Mais nous, dès que quelque chose se passe en France, on se précipite, on est là, on se comporte comme des gamins. Il est temps que l'Afrique change, que les comportements africains changent vis-à-vis des pays colonisateurs. On n'est plus colonisé, il faut de l'indépendance. Bon, ce qui s'est passé pour M. Sanko, par exemple, il était accusé d'un viol. Il n'y a pas un néocolonialisme qui se refait de manière différente? Ben, nous sommes dans le néocolonialisme, on y est, on y vit. On est là, la monnaie est là, on a tous les éléments du néocolonialisme sont encore présents. Il faudra les défaire. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient de... Comment voulez-vous la France qui tire ses intérêts en Afrique puisse vous dire prenez ceci, prenez votre indépendance, faites ceci, faites cela? Mais non, personne ne le fera. Il y a quand même ses intérêts aussi. Il faut le savoir. Donc, quand je prends le cas de ce qui s'est passé au Sénégal avec M. Sanko, qui a été accusé d'un viol, mais il y a la justice. Bon, il ne s'est pas rendu, dit-on, d'après ce qu'on a entendu. Il ne s'est pas rendu. Bon, et voilà, on a forcé pour venir, mais après, on a accusé d'autres, voilà, avoir fait un complot pour renverser les institutions, et ainsi de suite. Mais, vous savez, l'image que l'Afrique véhicule lorsqu'on s'approche des événements comme les élections présidentielles, on pose des actes qui
finalement, laisse la place à des interprétations diverses. Tout simplement. Regardez ce qui se passe au Congo. Comment voulez-vous ne pas l'interpréter comme ça, que c'est pour éliminer un adversaire? On invente des chefs d'accusation, détention d'armes, viol. Maintenant, c'est le viol, parce que le mot viol aussi commence à être à la mode. Maintenant, on parle de viol partout. Voilà, l'abbé Ndinga a commis un viol. Mais qui? Est-ce que avons-nous les moyens pour le prouver? Mais il est encore innocent. Il est présumé innocent. On n'a pas les moyens pour le prouver. Mais le viol, il faut le prouver. Ce n'est pas seulement qu'une femme va dire à la justice que voilà, ce monsieur-là m'a violé. Il faudra encore qu'il y ait des preuves. On ne peut pas condamner quelqu'un sans les preuves. Et les preuves, c'est bien sûr l'accusation qui doit les apporter. Donc voilà ce qui se passe en Afrique. Et c'est vraiment regrettable, c'est lamentable pour nous. C'est gênant. Moi, je dis ce qui se passe au Sénégal, c'est gênant. Ce qui se passe au Congo, c'est gênant pour nous, Africains. Et vous avez les gens comme les M. Zemmour qui, effectivement, peuvent extrapoler, dire n'importe quoi. On connaît son langage. Hein. C'est un raciste. Bon, voilà, il ne faut pas laisser la place à ces gens-là. Moi, je crois qu'il y a encore... Voilà, il faut qu'il y ait une prise de conscience quand même au niveau de la classe politique. Ça manque. D'accord. On va laisser M. Ndjan répondre et puis M. Mawel, vous répondrez au dernier sujet. M. Ndjan. Ça, c'est justement, je suis d'accord avec mon ami qui vient de parler, M. Gaïno, parce que effectivement, c'est l'infantilisation africaine. Voilà. C'est l'infantilisation. 60 ans d'indépendance, s'il te plaît, M. Ebelebe. Regardez comment se comporte. C'est-à-dire que je ne sais pas, je peux dire n'importe quoi. Donc, il est dans son bureau là-bas, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il donne un coup de fil à Emmanuel Macron, qui est son fils. De loin, son fils. Mais parce que président de la République, parce que président de la métropole, parce qu'on était anciennement colonisé par eux. Non, ben, qu'est-ce que je fais là? Et il donne les instructions. Bon, je voulais envoyer la marine pour, voilà. Bon, mais non, finalement, faites-le sur c'est n'importe quoi ça. C'est l'infantilisation, c'est tout. Tant qu'on continuera à se comporter comme ça, à laisser la France ingérer dans les affaires intérieures de nos pays, ben, le mot indépendance ne sera qu'un concept théorique, c'est tout. Je continue à dire, jamais de la vie, la France ne contribuera à résoudre, je dis bien, aucun, même pas 2, même pas 3, aucun problème africain. Parce que la France existe grâce à l'Afrique. Sur le plan des matières premières, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur tous les plans. Jacques Chirac l'avait dit à son époque, paix à son âme. Le jour où la France, tous les pays anciennement colonisés par la France seront indépendants économiquement, politiquement, financièrement, technologiquement. Voilà. La France ne sera plus une puissance. C'est tout. Et il avait même donné un ordre, 47e ou 48e pays du monde. Donc, pourquoi? Mais parce que la France n'a rien, vous le savez très bien. Depuis la simple électricité, l'énergie, toutes les centrales, mais proviennent d'où? L'uranium, ça provient d'où? Toutes les matières premières qui font de la France ce qu'elle est viennent d'où? D'Afrique. Donc, il ne peut pas accepter que nous puissions être indépendants. C'est pourquoi il y a un petit problème de rien du tout comme ça. Un jeune qui est en train de défendre les idéaux du Sénégal, les idéaux de l'Afrique, de l'indépendance. Eh bien, dès que la France entend un langage comme ça, une rhétorique comme ça, dès que la France entend un discours comme ça, il dit non, c'est dangereux. Il faut l'arrêter. Parce que s'il y a 2 comme ça, il y a 3 comme ça, et si toute la masse des jeunes Africains cherchent à se soulever pour prendre leur destin en main, c'est fini, on est mort. On n'existera plus. Et vous le savez très bien, la croissance économique n'existe plus en Europe en général, et en France en particulier. Il fallait la chercher à l'extérieur. L'extérieur, c'est qui? C'est le précaré français. Et donc, tout ce qui peut entraîner à déstabiliser, tout ce qui peut entraîner à désorganiser l'Afrique, tous les pays africains, là, tout et tout, mais c'est bénéfique pour la France, c'est bien pour la France.
Et là, un jeune de 40 ans, président de la République française, il se prend pour le maître à penser, le président des présidents africains. C'est peut-être pas que lui, il a ce pouvoir-là, mais c'est que c'est le système de la France-Afrique qui donne à tout président français quelquefois ce pouvoir. Mais ce système-là, on peut y sortir. On peut aussi le détruire. On peut aussi le combattre de l'intérieur. C'est nous qui le favorisons aussi. Vous pensez que si Macky Sall, soyons sérieux, Macky Sall, c'est un président. S'il n'a pas donné le feu vert, le président Emmanuel Macron, au bout de ses 39 ans, ses 40 ans, je ne sais pas quel âge là, maintenant là, il peut se permettre de lui donner des leçons. Vous ne pensez pas que c'est parce qu'on a reproché au président Gbagbo, c'est ce qui lui a coûté la CPI? Mais écoutez, tout ce qui est indépendance, M. Ebelebe, a un prix. Pour que les Français, les Occidentaux en général, puissent être indépendants et avoir le niveau de développement socio-économique qu'ils ont, ça a coûté. Il y a eu un prix. Et si tu penses seulement à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un prix. Mais nous, les Africains, qu'est-ce qu'on entend? Nous, on veut que 60 ans d'indépendance. D'abord, on a eu une indépendance qui nous a été plus ou moins donnée par son Excellence le général Charles de Gaulle, plus ou moins, sans aucun... Tu connais un seul Congolais qui a combattu en 1960, là, le 15 août, là, pour... voilà. Non, c'est en sérieux. Tant qu'on ne mettra pas le prix qu'il faut pour gagner notre indépendance en Afrique, eh bien, on sera tributaire. En 2022, il y a des élections présidentielles ici en France. Il y a encore un plus jeune qui viendra de 20 ans, qui va nous narguer, là, tout le monde entier, là. Un petit de 30 ans, là, qui sera président peut-être demain, j'en sais rien. Comme on a eu la surprise avec Emmanuel Macron, eh bien, il va toujours nous narguer tous les présidents de l'Afrique. Parce que c'est la France, c'est tout. Je voudrais avant que M. Mawele peut-être ne prenne la parole, si vous me permettez, ajouter quand même sur ce que vient de dire M. Ndiona que quand regardez ce qu'on a fait à Kadhafi, est-ce que vous avez vu un seul pays qui a levé son doigt pour condamner? Aucun. La Russie. Vous voyez, mais ce qui s'est passé en Libye. La Russie a Pardon, je parle de la Libye. Quand on a tué Kadhafi, est-ce que vous avez connu des présidents africains qui se sont levés contre cet acte? Personne. Et Sarkozy est là vivant. Hein? Voilà. Donc, vous voyez que on vient lorsqu'un président africain change de comportement, dit voilà, moi je veux que les Africains parlent au nom des Africains. Monsieur Kadhafi disait que comment voulez-vous que les problèmes de Darfour soient réglés par d'autres, alors que ça nous concerne. Voilà. Et il disait qu'il y avait certains présidents africains. Il avait cité le cas de M. Sassou. Il dit pour parler, il faut d'abord qu'il demande la permission à la France. Il avait dit publiquement devant tout le monde. Moi, j'étais en Libye à cette époque-là. Donc, vous voyez qu'un président comme M. Kadhafi, qui dit, voilà le franc CFA, c'est une monnaie de colonisation, il faut que les Africains aient leur propre monnaie. Quand ils commencent à véhiculer des idées entièrement africaines, on monte un complot, on va chercher une motion, je ne sais pas quoi, un truc aux Nations Unies là-bas, pour dire voilà, les Nations Unies ont autorisé, et puis on le tue, et les Africains regardent. Donc cette infantilisation, c'est nous qui la voulons. Il faut que ça change, sinon on ne peut pas empêcher la France de continuer à s'ingérer. Nous-mêmes, nous allons toujours pleurer à ses genoux. D'accord. Voilà. M. Mawele répondre. M. Mawele, vous vouliez répondre pour qu'on passe à l'autre sujet. On va aller un peu plus vite, parce que le temps nous est compté. M. Mawele. Oui, moi je pense qu'on peut passer à notre sujet. Vous savez, le problème du néocolonialisme de la France-Afrique, il s'agit du même problème. C'est un problème très grave, très profond. Et en parler pendant 5 minutes n'en donne pas du tout la solution. Aujourd'hui, chacun de nos chefs d'État subit une pression extrême. Vous avez bien fait de prendre l'exemple du président Kadhafi. Hein. Tout le monde voyait ce qui se passait. Eh bien, on n'a eu personne qui a eu le courage de dire nous y allons quand même. Au contraire, M. Denis Sassou Nguesso a été menacé. Du coup, il ne s'est pas du tout déplacé pour aller défendre la Libye. Je ne dis pas défendre M. Kadhafi, défendre
caravane à gauche et à droite. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. On a oublié que si aujourd'hui la Libye se trouve dans l'état que nous connaissons, si aujourd'hui le Mali souffre de ce djihadisme dont on nous parle, c'est parce qu'on a détruit la Libye. C'est parce que la France détruit la Libye. Que fait pour rétablir la Libye dans ses fondements? Eh bien, rien. La France ne fait rien. Et donc, le problème du néocolonialisme et le problème de la France-Afrique, c'est exactement le même problème. Et il n'y a personne qui a envie que ce problème-là soit résolu. Personne. D'accord. On va passer à l'autre sujet, qui était un sujet assez surprenant. C'est le Congo a obtenu un prêt de 200 milliards de francs CFA pour payer la dette des pensions de retraite. Et il y a un pool, dont on ne dit pas d'où est l'origine, qui a signé ce prêt avec le Congo et qui permet désormais à M. Évariste Ondongo, qui est le directeur général de la SNCS, de la CNSS, de pouvoir dire qu'il pourra payer les retraites depuis 97. 2 ans de retard. Est-ce que c'est un miracle ou c'est juste un travail et on peut dire bravo au PCT, bravo au président Sassou et au gouvernement Mwamba d'avoir pu aujourd'hui obtenir cet argent qui va quand même soulager les retraités. Monsieur Mawel? Alors, attendez là. Nous sommes un pays asphyxié par la dette. Et vous nous annoncez que nous sommes très heureux de continuer à agrandir notre dette. Tous les États du monde sont endettés, M. Mawel. La France a une dette qui est abyssale, comme le mot qu'utilise beaucoup M. Ndian. Elle est abyssale. Les États-Unis, on n'en parle pas. Le Congo devrait aussi faire pareil pour s'endetter, pour payer. La différence est, monsieur Ndian, économiste, pourra nous dire, c'est la soutenabilité de la dette. D'accord. C'est la soutenabilité de la dette. Ce qui veut dire que moi, je ne vais pas comparer, moi, ma petite dette, avec mon petit salaire, si j'ai une dette qui est de 120% de revenu annuel, eh ben, je te garantis que je vais avoir beaucoup de mal à la rendre. Le Congo, pareil. Mais est-ce que c'est quand même au-delà de votre problème de dette une bonne nouvelle pour les retraités? Les États-Unis ont une dette autrement plus importante, mais ils ont les moyens de la rembourser. C'est ça qu'on appelle la soutenabilité. D'accord. Mais pour les retraités congolais, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, M. Mawel? Pardon? Pour nos retraités, est-ce que ce n'est pas là une bonne nouvelle qu'on pourra les payer? Alors, vous êtes en train de me dire, entre la peste et le choléra, qu'est-ce qu'il faut choisir? Non, pas du tout. Je voudrais d'abord savoir si vous pensez que c'est quand même une bonne nouvelle et que vous continuez sur votre analyse en disant qu'une dette n'est pas bonne, mais que, bon, moi, je ne sais pas, vous ne voulez pas commencer par là pour dire que c'est quand même une bonne nouvelle? Mais attendez, ne me faites pas dire cela, ne me faites pas dire que je voudrais... D'accord, allez-y. On a M. Gaïno et M. Jean qui répondra après. Allez-y, donc pour vous, la dette n'est pas bonne? Toujours et depuis toujours de recevoir leur retraite. Nos étudiants méritent de recevoir leur bourse. Nos fonctionnaires méritent de recevoir leur salaire. Et bien entendu, ceux de l'informel méritent de recevoir des revenus par les petits bouts d'arachide qu'ils vendent, par toutes sortes de choses. Et cela ne marche que quand tout cela a été fait. Un retraité qui a été payé va aller acheter son arachide. Un retraité qui a été payé va pouvoir payer son électricité. Un étudiant
va à la récréation aller acheter de la radio de tout ça. Et tout cela contribue à l'économie de façon globale. Bon, je dis donc, quand on paye, c'est une bonne chose. Mais quand on s'endette pour ne pas être capable de rembourser la dette, c'est un véritable mal qu'on a sur ce pays. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire des collectifs budgétaires pour retrouver de l'argent là où il y en a? Est-ce qu'il n'est pas possible de trouver à l'intérieur de nos propres ressources ce qu'il faut pour payer nos retraités? Et si on ne peut pas, il existe des méthodes connues et qui ont fonctionné pour dire ce mois-ci, je m'occupe des fonctionnaires, le mois prochain, il faut que je m'occupe des étudiants, le mois d'après, il faut que je m'occupe des retraités, en faisant une sorte de roulement et en faisant des compensations à des endroits ou à d'autres. Cette chose, elle est possible. Et on ne le fait pas. Nous attendons que tout vienne d'ailleurs. J'ai vu des images là ce matin d'un colis qu'on a reçu de la Chine, arrivé par Ethiopian. On nous a envoyé des vaccins, en petit nombre d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que les vaccins, nous ne pouvons pas les acheter? C'est la santé quand même de nos populations. On attend qu'il y ait des dons. On attend de s'endetter. Mais moi je dis que là, on est en train d'enterrer la génération future. Parce que cette dette, il faudra bien la payer à un moment ou à un autre. D'accord, M. Mao, est-ce qu'on peut laisser les autres, eux aussi, y aller de leurs commentaires, s'il vous plaît? Et au moment où il faudra payer cette dette, il y a d'autres personnes qui vont arriver à la retraite et qui vont avoir des problèmes parce qu'on ne va pas payer la dette. D'accord. Est-ce qu'on peut laisser les autres aussi nous donner leur avis? Monsieur Ndion ou bien M. Gaïno, le premier de vous qui est prêt? Oui, je pense que M. Ndion qui est économique pourra peut-être compléter après. Je voudrais quand même me poser la question, qui paye la pension des retraités? Ce ne sont pas les actifs? Nous sommes dans un pays où le seul service qui emploie, c'est l'armée, la police. Plus de 80% des jeunes sont au chômage. Et donc, on a des difficultés à payer la retraite, c'est évident, puisque ce sont les actifs qui doivent payer la pension des retraités. Et on se contente d'aller prendre de l'argent. Mais un pays qui s'endette pour dépenser, pour payer, je ne sais pas moi, la dette intérieure ou la dette extérieure, ça appauvrit davantage. Quand on s'endette, c'est pour investir. Or, notre pays ne s'endette pas pour investir, mais s'endette pour aggraver encore cette dette. Et c'est très grave ce qui se passe au Congo. Il faudrait que les gens le comprennent, que tant qu'on laisse ces jeunes-là en chômage, tant que les gens restent en chômage, c'est une grande difficulté, on creuse le trou au niveau du trésor public. Parce qu'il faut des actifs qui travaillent. Ça, c'est simple, ça. On n'a pas besoin d'être économiste pour le savoir. Mais malheureusement, comme disait Mawel, nous voulons toujours vivre des dons. On prend notre propre argent, on le sort, on le met à l'extérieur, on achète des maisons à l'extérieur, on achète tout ce qu'on veut, on dépense sans regarder, et puis on a un petit besoin, et on est là, on attend qu'on vienne nous aider, on continue à être un petit enfant qui attend toujours l'aide des parents. Toujours dépendre de l'extérieur. La dette intérieure congolaise aujourd'hui, elle est colossale. La dette extérieure, n'en parlons plus. Moi, quand j'entends M. Nzon dire que bon, s'il est élu, au bout de 3 mois, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire.
On va dire, mais est-ce qu'il a vraiment la connaissance de la dette intérieure? Est-ce qu'il a la connaissance de la dette extérieure? Est-ce qu'il a la connaissance du taux de chômage au Congo? Quand on voit des gens qui ont 50 ans, qui n'ont jamais travaillé, mais vous prenez un garçon qui a déjà 30 ans, qui n'a jamais travaillé, vous ne pouvez pas le faire travailler, ce n'est pas possible. Le taux d'analphabétisme aussi galopant, parce que depuis ces dernières années, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui ont 20 ans, qui ne vont plus à l'école, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Mais c'est grave la situation de notre pays. Donc, on aille encore emprunter de l'argent pour payer les retraités. C'est bien beau, mais ça va durer combien de temps? On va payer peut-être 1 ou 2 mois. Et alors la suite? Mais ces retraités sont là. Il y a encore d'autres qui vont prendre la retraite. Mais comment on va continuer à les payer? Donc, à chaque fois qu'on sera devant la difficulté, on va aller tendre la main à l'extérieur, on paye, on est content, on nous a payé. Oui, on vous a payé, mais ça va durer combien de temps? Je crois que ce qui se passe au Congo, franchement, il faut que nous le comprenions. Le Congo est en danger. C'est un pays en danger. Ce qui se passe est inadmissible. On ne peut pas continuer à payer les retraités avec des dettes en allant emprunter de l'argent. On ne peut pas payer les fonctionnaires en allant emprunter de l'argent. Quand on emprunte de l'argent, c'est pour investir. Il faut qu'on arrête avec ce système-là. Sinon, nous allons toujours être sous le poids de nos dettes et on ne s'en sortira jamais, jamais. C'est ce que je disais à un des candidats. Mais qu'est-ce que vous allez faire si vous prenez le pays? Bien sûr, il faut des changements, mais il faudra changer. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons une montagne à soulever pour ce pays-là. Il faudra la soulever, mais ça va durer. Ce n'est pas en 10 ans que nous allons redresser la situation du Congo. Il faudra des années. Ça va nous demander de la patience. Parce que ça, je veux dire que ça ne me réjouit pas quand j'entends ça. Et ça ne doit pas réjouir non plus les retraités. Ce n'est parce que c'est vrai, on doit payer, mais c'est un droit pour eux. C'est un droit. Monsieur Sassou n'a qu'à vendre les maisons qui sont à l'extérieur. Dites-moi quel est le ministre congolais qui n'a pas eu une villa à l'extérieur, 1 ou 2. Leurs enfants, mais allez à Londres, là, vous allez voir le bâtiment acheté par la petite fille de Sassou. Vous allez à Miami, vous allez aux États-Unis, vous allez voir ça. Mais c'est de l'argent, c'est de l'argent qui peut servir à payer les retraités. Vous voyez? Et tout cet argent-là, on laisse sortir l'argent, on ne contrôle rien. Bon, les Libanais qui sont au Congo font des mandats à l'extérieur. L'argent ne sait que sortir. Et au vu et au su de toute la classe politique, on laisse les Ouest-Africains qui sont là, qui font des mandats, qui vont dans leur pays de façon incontrôlée. Donc, on a la masse d'argent qui ne sait que diminuer. Je pense que M. Ndion saura nous expliquer tout cela. C'est grave quand même pour ce pays-là. C'est très grave. Dans tous les pays, on contrôle. Il faut que l'argent circule aussi, parce que nous avions une manière de prendre l'argent, de mettre dans les valises, de garder dans les maisons, mais l'argent doit être dans les banques. Il faut que l'argent circule, et quand l'argent circule, les gens dépensent et l'économie fonctionne. Mais chez nous, on prend de l'argent, on met dans les maisons. C'est grave. D'accord. On va laisser M. Ndion vous répondre. M. Ndion, où sont passées les cotisations des retraités avant quand ils étaient actifs, pour qu'on puisse payer leur retraite? Ou bien comment ça se passe? En règle générale, nous le savons tous, nous 4 qui sommes en train de débattre, que les retraites sont payées par les actifs. Nous qui travaillons aujourd'hui, ceux qui travaillent au Congo notamment, c'est le fruit de leur travail qui devait permettre facilement, logiquement, normalement, de financer les retraites de nos grands frères, de nos papas qui sont à la retraite. Mais ça, c'est en temps normal, M. Belébé. Est-ce que nous sommes encore en temps normal? Nous sommes dans une période de crise, malheureusement. Non seulement la crise financière qui fait que toutes les caisses, depuis le Trésor public et la caisse de la SNCF, sont vides, et tu rajoutes encore la pandémie qui est arrivée du coronavirus. Donc, il n'y a rien. On n'a pas d'argent. En temps normal, personne ne peut se réjouir. Monsieur Gaïno n'est pas d'accord avec vous. En temps normal, c'est la pandémie, non. La pandémie n'a rien à voir. Écoutez, je dis ceci.
nous ne sommes pas dans une phase normale, monsieur Gaïno. En temps normal, un pays où les actifs, un pays qui fonctionne bien, où les actifs travaillent, comme toi et moi, on travaille, notre argent devrait permettre de financer les retraités. Donc, il ne devrait pas avoir de problème en tant que tel. Mais qu'est-ce qui se passe là, je vais vous dire, pardon. Là, au moment où nous parlons, nous ne sommes pas en phase normale depuis que M. Sassou est là. Ce n'est pas la pandémie, parce qu'avant la pandémie, on était déjà en crise. Les retraites, les pensions étaient toujours payées en allant emprunter de l'argent, en allant chercher l'argent par-ci, par-là. Les fonctionnaires, les bourses, c'est pareil. Tout ça, c'est avant la pandémie. Donc, sans rentrer dans le détail, je me permets de vous dire ceci. Sans rentrer dans le détail, nous ne sommes pas, depuis la crise, depuis 2014, la crise financière jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation normale. Il n'y a rien. Donc, comme à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Il n'y a rien dans les caisses. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas. Voilà. Donc, le problème du Congo, il est connu. Le problème du Congo, moi, je le dis partout. Le problème du Congo, c'est un problème, sur le plan macroéconomique, c'est un problème de gouvernance qu'il faut améliorer. Il faut changer de logiciel. Parce que la caisse de la SNCS ne peut être garnie, alimentée que par les cotisations des actifs. Mais qu'est-ce qui se passe? On paye les gens le salaire, la partie brute, mais il n'y a rien dans la partie charge du salariat. Il n'y a rien. Donc les caisses sont vides. Alors non, c'est pas normal comme ça. Est-ce que vous dites que les travailleurs sont prélevés voilà. des impôts, mais il n'y a rien? La partie qui devait être affectée à la SNCS n'est pas affectée. Donc ça pose un problème. Dans le salaire d'un individu, comme vous le savez, dans le salaire d'un individu, d'un salarié, vous le savez très bien, nous avons globalement 20 à 25% du salaire brut qui est affecté en charge salariale. Après, vous avez encore l'autre partie de ce qu'on appelle charge patronale qui est orientée vers toutes les caisses des organismes sociaux. Chez nous, c'est la SNCS. Mais cette caisse n'est pas alimentée. Comment elle fait pour payer les gens? Donc, en temps normal, on ne peut pas être content, M. Gaïno, quand on entende qu'un pays est allé s'endetter auprès du Fonds monétaire international ou bien de n'importe quel organisme international pour payer ses dettes, quelle que soit sa dette, quelle soit la dette intérieure ou la dette extérieure. Et comme on dit en lingala, et à Sony. Je suis d'accord. Mais là, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nos pauvres papas, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, sinon plus, ils sont devenus des mendiants. Ils quémandent. Hein? Moi, j'ai mon grand frère qui m'a élevé, mais c'est terrible. Hein? Quand tu vas au pays, je lui amène même des choses infinitésimales. Il faut lui amener même les choses. Je n'ose même pas citer les noms. Pourquoi? C'est pas parce qu'il demande. Il ne demande même pas. Mais tu es obligé. Tu lui amènes des petits trucs depuis les sous-vêtements jusqu'aux lames à rasoir, les savonnettes, les ceci, les cela. Nous sommes obligés de faire des petites cotisations ici. Il faut envoyer. Mais on est tous conscients de ça, frère. Donc, notre problème, c'est la gouvernance. Monsieur Ndion, vous êtes conscient de ça, mais qu'est-ce que vous faites au niveau de votre parti? Parce que tout ce que vous citez là, c'est pas la mauvaise gouvernance. Elle émane de qui? Voilà pourquoi. Il faut le changement. Il faut le changement. Voilà pourquoi il faut le changement maintenant. Justement, il faut changer ces choses-là. Moi, je pense on peut les changer de l'intérieur. Non, pour les changer, il faut faire partir, soyez clairs, il faut faire partir, monsieur. Non, ce n'est pas la solution. Moi, le PCT ne peut plus l'échec, il y a un responsable de l'échec. Il y a un responsable. Pourquoi vous ne voulez pas l'avouer? Écoutez, moi, je ne suis pas partisan de cette solution-là. C'est-à-dire que moi, je pense que vous et moi, tels que nous sommes là, on peut avoir nos atouts comme on peut avoir nos faiblesses. On peut nous garder. Là, toi et moi, on change de méthode de travail, on peut produire du bon travail. Donc, j'estime qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle la culture de l'impunité. Il suffit de changer cette culture-là. Qu'on arrive à la culture comment on appelle ça en droit, la culture de l'obligation de résultat. Ou de la méritocratie, comme disent les Anglais. Voilà, la méritocratie, que les gens, les ministres, le Parlement avec ses 2 chambres sanctionnent l'action gouvernementale en fonction des résultats des uns et des autres. Un ministre à qui on a loué un budget pour faire ceci, cela, le budget a été affecté en recettes et en dépenses.
il respecte les obligations, il obtient des résultats, on le garde. S'il n'obtient pas ces résultats-là, mais on doit le faire quitter de là. Et mais ça puisqu'il n'y a pas de changement, on va faire quoi? Est-ce qu'on va continuer? Puisqu'il n'y a pas de changement, est-ce qu'on va continuer encore toujours avec les mêmes? Parce qu'on attend les changements depuis 37 ans, depuis 38 ans, oui. Pardon, une minute. Depuis au moins 37 ans, même pas une minute, une seconde. Depuis au moins 37 ans, on attend ces changements qui ne viennent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution d'après vous? Sur le plan de l'élection présidentielle, c'est les urnes qui vont parler le 21 mars, mais sur le plan des deux chambres, donc des élections législatives, ça sera en 2022, où le peuple doit dire qu'on doit avoir des députés qui doivent être des députés compétents. On doit avoir des sénateurs, compétents, c'est-à-dire capables non seulement de contrôler l'action du gouvernement, mais de le suspendre, de le sanctionner le gouvernement s'il ne bosse pas bien. Voilà le problème. Moi, la Constitution ne permet pas au Parlement aujourd'hui de censurer le gouvernement. Comment ça? Comment la Constitution ne permet pas? La Constitution autorise, permet. Parmi les nombreuses attributions du Sénat, les nombreuses attributions de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'exécution de la politique gouvernementale. Il peut contrôler sanctionner le gouvernement. Le Parlement peut sanctionner le gouvernement, s'il vous plaît. Et donc, si on estime que tel ministre, tel autre a volé, tel ministre, tel autre a dilapidé, tel ministre a détourné, tel ministre, tel autre, on lui a donné les moyens, mais il n'a rien fait avec ces moyens-là, le Sénat, le Parlement, avec ses deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, peuvent sanctionner un gouvernement. Où est le problème? Mais vous savez ce qui s'est passé par exemple au CHU? Vous savez ce qui s'était passé au CHU, l'argent qui avait été mis là-bas, ou le directeur, je ne sais plus comment il s'appelait là, le Canadien l'a pris. Oui, il a pris tout l'argent, il est parti avec. Vous imaginez que dans un pays, vous dites il faut sanctionner, mais qui sanctionne? C'est bien l'État, c'est bien le gouvernement. On sanctionne ceux qu'on accuse de je ne sais pas moi, de viol, de ceci, de cela. Ceux-là, on les met en prison. Mais ceux qui volent, on ne les met jamais en prison. Pour quelles raisons? La Beninga a été arrêté. Monsieur, celui qui défend les droits de l'homme, là, monsieur Ibaka, a été arrêté. Mais pourquoi ceux qui volent, ce directeur-là, il est bien connu, tout le monde le sait, son cas. Mais vous savez pas le seul. Mais pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi cela? La prison n'est pas faite pour eux. Mais on a vu le maire de Brazzaville, avant M. Latifa. Le maire de Brazzaville, on a entendu aussi qu'il avait volé de l'argent au niveau de la mairie de Brazzaville. Mais oui. On a été arrêté aussi, il a été mis en prison, jugé et mis en prison. On peut faire aussi la même chose. Oui. Mais pourquoi on ne le fait pas? L'hôpital appartient à un ministère, il y a le ministère de la Santé qui est là. Les responsabilités doivent être établies. Depuis le directeur jusqu'au le chef de gouvernement, le président de la République. Ça n'a rien à voir avec le chef de gouvernement, c'est le ministre de la Santé. Monsieur Gaïno celui qui peut interpeller le ministre, lui, il va interpeller le ministre. Monsieur Gaïno et monsieur Nzon, s'il vous plaît. Monsieur Mawel, je ne vous ai pas entendu. Monsieur Mawel? Oui, Monsieur Mawel, je voulais vous tendre un peu la perche. Moi, je n'ai pas fini là. Moi, je n'ai pas fini. Je vais terminer en 1 minute, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. Alors, ensuite, M. Gaïno, je pense, a parlé. M. Gaïno va vous répondre et puis M. Mawel va parler. On peut faire court parce qu'on arrive vers la fin. Oui, à parler des différents vaccins, consorts, tout et tout. Écoutez, moi, personnellement, si j'ai un point de vue à donner, j'avais appris au début du développement de cette pandémie du coronavirus-là qu'il y avait des vaccins, un vaccin qui avait été trouvé au niveau de Madagascar, voilà. Et nous, le gouvernement congolais avait acheté, sinon avait bénéficié d'un don de la part de la République de Madagascar pour ce vaccin-là, tout et tout. Mais attendre des dons de la part des vaccins, de la part de la Chine, moi, je ne suis pas trop. Mais bref, si ça reste un don, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dis ceci. Est-ce que vous avez constaté que dans le monde, nous connaissons d'où vient cette pandémie? Est-ce que vous avez constaté que dans le monde, nous connaissons les deux pays qui sont à l'origine de la propagation de ce virus? Le fameux laboratoire chinois, il est bien d'origine française. Hein? Est-ce que vous avez entendu un seul chef d'État africain, un seul chef d'État dans le monde en dehors de Donald Trump, qui s'est permis quand même de dire que voilà, il y a des responsabilités qui doivent être dégagées? Quels sont les deux pays qui sont à l'origine de cette pandémie-là? On ne doit pas les condamner, ces deux pays-là. C'est quand même la France, c'est quand même la Chine.
maintenant parler? Est-ce que je peux maintenant parler? Oui, M. Mawel, allez-y. M. Gaïno va parler après. Monsieur Ebelebi, Monsieur Gaïno, Monsieur Ndion. Alors, la crise et la pandémie ont bon dos tout le monde. Nous avons les problèmes que nous évoquons actuellement depuis très longtemps, bien avant 2014. Les retraités ont toujours été maltraités. D'ailleurs, on a commencé à les appeler maltraités bien avant 2012. On a commencé à les appeler maltraités. Ça veut dire on les appelait maltraités sous l'Issouba, monsieur Mawel. Exactement. Oui, donc ce n'est absolument pas la crise qui est la cause de cela. Ce n'est absolument pas du tout la pandémie qui est la cause de cela. C'est bien la mauvaise gouvernance, effectivement, mais la mauvaise gouvernance de qui, par qui? Il s'agit de la gouvernance de M. Sassou, de ses gouvernements. Et de M. Pascal Lissouba aussi. Pourquoi tu l'enlèves? Vous savez, hein, je ne suis pas en train de parler du pétrole gagé sur 10 ans de M. Sassou en 1997. Moi, je vous parle de ce qui est actuel. Oui, mais hier, si vous dites que le problème de la dette est un vieux problème, alors il faut aller aussi jusqu'à la période de M. Pascal Lissouba qui nous a prêté non seulement la dette, mais également n'a pas payé les salariés, n'a pas payé les retraités. C'est Sassou Nguesso qui les a rattrapés. Monsieur Ndian, devant la responsabilité de M. Denis Safou et Bembeyadoula Nguesso. Monsieur Mawel, on va garder, s'il vous plaît. On va essayer de rester. Alors, un peu de respect quand même. Continuons à rester courtois jusqu'à la fin quand même. Hein? S'il vous plaît. Et donc, je dis tout simplement que M. Sassou, il est le responsable numéro 1. Ses premiers ministres sont seconds dans la responsabilité. Et ce n'est ni la crise, ni la crise, ni la pandémie qui ont amené les problèmes. Qui nous ont envoyé chercher de l'argent à emprunter pour payer nos retraités. Pas du tout. J'ai dit que c'est un problème de gouvernance. Je n'ai jamais refusé. C'est un problème de gouvernance qu'il faut améliorer. Et la mauvaise gouvernance a fait que nous ne faisons que nous enfoncer deeply and more deeply. C'est ainsi. Il ne faut pas chercher à nous raconter des bobards. Aujourd'hui, le pays est le résultat de toutes les bêtises que nous avons commises à l'époque où nous avions beaucoup d'argent. Je ne veux pas parler de 14 milliards, 14 000 milliards qui ont disparu comme par enchantement. Mais en dehors de cela, il y en a d'autres. Il y a des cas qui sont cités par M. Gaïno. Hein? Les immeubles par-ci, les immeubles par-là. Tout cela, c'est de l'argent du Congo qui part. Les paradis fiscaux aujourd'hui se délectent de l'argent du Congo qui est sorti de façon anormale. Et c'est ça la vraie explication de ce qui nous arrive, de ce qui nous tombe dessus. Il n'y a pas d'explication. Les Panama News nous ont révélé un certain nombre de choses. Nous savons où est partie une partie de l'argent. Ce n'est pas du tout la crise pétrolière. Ce n'est pas du tout la pandémie qui sont à la source de nos difficultés. Nos difficultés viennent de M. Sassou, sa gouvernance. Les premiers ministres de M. Sassou, leur gouvernance. Voilà. D'accord. Écoutez, d'accord. Nous allons conclure, mais je vais conclure sur 2 questions. S'il vous plaît, soyez le plus court possible. Je vais essayer de les résumer en une seule question, si possible. Est-ce que pour vous, on est en train d'assister à un duel entre le président Sassou
et les réseaux sociaux, ou bien c'est un duel, parce qu'on le voit très bien, entre M. Nzon, qui est quand même en train de rassembler des foules, et le président Sassou sortant. Et est-ce que nous aurons au Congo un deuxième tour? Parce que pour le moment, on n'en parle pas. Si vous pouviez être succinct, nous terminerons sur cette question-là. Alors, moi, je vais peut-être vous répondre le premier. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément le reflet de la réalité dans un pays comme le nôtre. Oui. Ce n'est absolument pas du tout le reflet. Il va y avoir des gens à décrire ce qui se passe. Nous avons eu par cette histoire d'Abel. Est-ce que l'histoire d'Abel c'est une affabulation? Mais de la même manière, on peut dire que ce ne sont pas tous les Congolais qui s'expriment à travers les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux ne sont pas, pour moi, le reflet de ce qui se passe au Congo. Ce qui se passe au Congo va avoir son appendice, sa conclusion après le 21 mars. N'empêche que aujourd'hui, la vraie chose qui se passe, c'est les officines de M. Denis Sassou Nguesso qui fabriquent des résultats contre les urnes. C'est ça pour moi la guerre. C'est les urnes contre les officines qui fabriquent des résultats. Et le 21, nous le saurons. Moi, je ne me fais aucune sorte d'allusion. Le 21, on nous déballera les résultats qui sont sortis des officines. Et qui sont connus d'ailleurs à l'instant. Bon. D'accord. Monsieur Gaïno, vous allez conclure. C'est M. Ndion qui a la parole. Ah, d'accord. Monsieur Ndion. Eh bien, moi je dis, contrairement à ce que M. Mawel vient de dire, les réseaux sociaux reflètent bel et bien les radios, les télévisions et les réseaux sociaux, je disais, reflètent bel et bien la réalité de ce qui se passe sur le terrain au Congo en ce qui concerne l'élection présidentielle, contrairement à ce que M. Mawel dit. Ça, c'est un. Deuxièmement, je me félicite que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'incident majeur. Tout se passe dans la tranquillité, tout se passe dans la quiétude, tout se passe dans toute la transparence. Et troisièmement, je m'inscris en faux par rapport à ce que dit M. Mawel, que non, il faut s'attendre, parce que comme d'habitude, M. Mawel est dans le procès d'intention permanent. Voilà, on va fabriquer des résultats, on va fabriquer ceci, on va fabriquer cela. Il n'a jamais confiance en personne et cela va de soi. Je le comprends, il est de l'UPADES, il est de l'opposition. Seul parti historique, s'il vous plaît, de notre pays qui a refusé de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Quelle honte à ce parti historique qui représente quand même l'opposition politique de notre pays. Voilà. Ça, c'est maintenant, pour terminer, je dirais ceci. Contrairement à ce que disait tout à l'heure M. Gaïno, M. Bawel, écoutez, X a acheté telle maison ici, Y a acheté telle maison ici, avec cet argent, on pouvait payer les retraites au lieu d'aller s'endetter. Non, soyons sérieux. On ne peut pas résoudre les problèmes macroéconomiques d'un pays par des solutions microéconomiques, des solutions individuelles. Non. Je me répète et je termine par là. Je ne suis pas partisan des dettes, mais je me dis dans la conjoncture actuelle où les gens sont restés 3 ans, 4 ans, 5 ans sans salaire, sans qu'on paye leur retraite, eh bien, même cette technique-là que je n'approuve pas, aller s'endetter pour payer les dettes des gens, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de l'accepter. Mais en temps normal, non. Voilà ce que je peux dire en terminant. D'accord. Monsieur Gaïno, c'est vous qui aurez la charge de tout, un peu de tout résumer, mais surtout de répondre à la question, parce que nos deux interlocuteurs, M. Mawel et M. Ndion, n'ont pas voulu nous dire est-ce qu'on assiste à un duel entre... M. Mawel a commencé, mais il a quand même dit que ce n'était pas les réseaux sociaux qui décidaient. Est-ce que M. Ndion est en train de gagner quelque part, il fait une petite remontée, ou est-ce qu'on est là en train d'assister à une réélection déjà annoncée de M. Sassou sans qu'il n'y ait un deuxième tour? Et qu'est-ce que vous pensez de la campagne? Vous pouvez conclure, ça serait bien.
Oui, je voudrais tout simplement, d'abord pour reprendre sur les réseaux sociaux. Oui. Ce que M. Ndion vient de dire, je pense que c'est correct parce que les réseaux sociaux sont le relais de l'information. Les gens rapportent ce qu'ils vivent, même si à côté on peut toujours constater le petit débordement, mais il y a quand même des choses qui sont sérieuses, qui sont reprises. Sans les réseaux sociaux, on ne le saurait pas. Par exemple, le discours de M. Sassou, on ne le saurait pas, tous ces discours-là. Donc moi, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, le moyen de communication a changé. On a maintenant les réseaux sociaux qui même remplacent déjà, si vous voulez, certains journaux ou les télévisions. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant parce que ça nous permet d'avoir l'information en temps et à l'heure. Maintenant, concernant le duel entre M. Nzon et Sassou, et aussi, il faut ajouter, M. Kolela, oui, M. Kolela, je crois qu'il y a, je ne voudrais pas jouer, si tu veux, au magicien. Mais il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes qu'il faut formuler parce que il est vrai que le peuple congolais aujourd'hui ne veut plus de M. Sassou. Le peuple congolais veut un changement. Un changement. Peu importe qui sera là, mais le peuple congolais veut un changement. En tout cas, ne veut plus de M. Sassou. Ça se voit. Mais le problème, c'est que, bon, est-ce que M. Sassou laissera le peuple s'exprimer, exprimer sa volonté? C'est là l'inquiétude. Et je crains fort que si M. Sassou force, s'il force comme il avait fait il y a quelques années, que nous risquons de vivre des moments très compliqués, très difficiles. Parce que le peuple en a déjà marre. Quand on entend les discours de M. Sassou, mais il est en train de faire un constat de son échec. Ce qu'il dit, franchement, je me dis, mais est-ce que c'est l'âge qui l'amène à dire des choses qu'il ne devrait pas dire pour un président de la République quand il parle de sa faute, des machins? C'est grave ce qu'il dit là. Et ça ne le sert pas. Et tout le monde en parle. Donc, même aujourd'hui, je suis sûr que M. Ndion doit dire que c'était une erreur que le président parlait de tout ça. Et il faut absolument que M. Sassou comprenne qu'il y a un temps pour tout et que son temps est fini, il faut ses doses. Il n'y a pas un seul homme qui a bâti le pays fini. Celui-là, il commence, il s'en va, les autres viennent, ils continuent, ainsi de suite. Il y a des changements et ces changements, même ce que tu as construit, tu peux construire un château, on vient, on les détruit, on fait autre chose. Donc, M. Sassou ne croit pas qu'il est le seul bâtisseur de ce Congo. Il n'a jamais pu. Il n'a jamais pu bâtir le Congo, il ne le bâtira pas et il ne le finira pas. Il est temps qu'il comprenne qu'il ne nous amène pas encore à des arrestations, à des tueries, qui risquent même de se retourner, qui risquent d'être un génocide même, on ne sait jamais. Vous voyez, il faut qu'il le comprenne. Moi, si j'étais près de lui, je lui dirais, Monsieur Sassou, vous avez assez fait tant d'années. Des gens qui, quand il est arrivé au pouvoir, ils avaient quel âge? Regarde aujourd'hui l'âge qu'ils ont. Ils ont même des enfants, certains même déjà des petits-enfants. Il est toujours là au pouvoir. Mais il faut qu'il comprenne. Je pense qu'il laisse le changement se faire. Honnêtement, je crois pour ceux qui vont à l'église, ils veulent prier. Mais moi, je ne crois pas à ces choses-là. Mais ils n'ont qu'à les prier parce qu'il faut que M. Sassou le comprenne, qu'il laisse la bagarre entre Kolela et Nzon Mathias. Je crois que ce serait la meilleure chose. Il n'a même pas prévu le deuxième tour. Ça veut dire quoi? Ça dit que donc il va faire un hold-up puisqu'on ne part pas du deuxième tour, on part du premier tour. Alors, je ne vois pas une élection où on part déjà du premier tour, donc le premier tour est fini. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par là. Moi, j'ai bien peur que M. Sassou ne comprenne pas ce cri des Congolais qui pleurent, des Congolais qui lui tendent la main, qui disent il est temps qu'il comprenne qu'il s'en aille, qu'il laisse aussi les autres bâtir. Parce qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. À ses limites, chacun doit des limites. Ça, on le sait. Oui. Il faut qu'il le comprenne. Ce n'est pas lui qui va finir de bâtir le Congo. Tout ce qu'il fait là, même son université, comme disait Nzon qu'il va inaugurer des chantiers non finis. Ça pourrait être détruit. Il ne reviendra pas pour dire non, ne détruisez pas. Donc vous voyez. Alors, sincèrement, je crois que le PCT devrait le comprendre et dire à ses tenants qu'il faut laisser les Congolais libres, qu'ils laissent les Congolais choisir celui qu'ils veulent gérer ce pays-là. Celui que les Congolais veulent qu'il gère ce pays, il faut qu'on le laisse.
faut pas qu'il continue encore à magouiller. S'il magouille, je crois que le peuple ne lui pardonnera pas. Voilà, c'est vraiment le cri que je lance. Je crois que pour ceux qui nous ont entendus, il faut qu'ils fassent le relais de ça. Il faut qu'ils disent que M. Sassou doit comprendre. Il a assez servi le pays, il doit partir. Voilà. J'en ai terminé, merci bien. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Je sais qu'on ne pourra pas tout traiter, on n'aura pas tous dit ce qu'on aurait aimé dire et qu'on aurait dit encore plus. Mais nous sommes là la semaine prochaine. Nous nous reverrons donc, M. Mawen et M. Ndion et M. Gaïno, à samedi prochain. Merci pour votre présence et votre participation. Continuons à édifier les Congolais. Merci. Au revoir. Au revoir et bon week-end. Merci, au revoir.